Bonsoir à toutes et à tous, courageuses et courageux qui nous suivez dans ce marathon d'échange d'idées. Nous allons nous entretenir pendant une heure d'un thème qui est de plus en plus évoqué, élite, vraiment la crise. Notre pays est coutumier de différentes attaques, on appelle ça maintenant bashing, ça fait bien. L'élite bashing est à la mode, alors nous on va se pencher sur ce phénomène en tâchant de le mettre en perspective, de voir son actualité, les différentes entrées. Je suis entouré de Stéphanie Brand, qui est professeure de français, de culture générale, on va dire chez les Maristes ou à Sainte-Marie. Et j'imagine qu'il doit y avoir quelques élèves de Sainte-Marie encore parmi vous ici. Oui. Bon. Donc vous allez témoigner sous haute surveillance, Stéphanie. Nous sommes donc avec Pascal Perrineau, qui est politologue, qui a dirigé longtemps le CEVIPOF, un centre de recherche associé à Sciences Po Paris, qui continue à intervenir souvent, qui regarde ce monde, petit ou grand, politique, de manière extrêmement critique. Et puis Jean Viard, autre grand critique devant l'éternel, qui observe la population des villes, des champs. Je n'ai pas dit les rats des villes et des rats des champs, je fais très attention. Et qui nous observe dans l'art et la manière que nous avons d'habiter cette terre. Avant de commencer, j'aimerais vous poser à tous une question. Là, on va commencer par vous pour une fois. On va inverser la démocratie là. Vous sentez-vous membre d'une élite? Qui ici a le sentiment d'appartenir à une élite? Ah, j'aime bien là, certains vous osez. Ouais. C'est pas évident de dire devant 600 personnes, moi je fais partie de l'élite. Et pourquoi? Le premier qui a levé le doigt, qu'est-ce qui vous ferait dire pourquoi je fais partie d'une élite? C'est difficile sans micro, hein? Parce que vous avez eu la possibilité de réfléchir. Elle a fait des études. Elle fait des études, oui. Études qui ne servent à rien, mais qui vous ont fait du bien. N'écoutez pas les maristes là-haut. Bon, eh ben, merci, parce qu'on va enchaîner, c'est sans doute une des clés. Nous allons essayer de caractériser, on va faire aussi comme les professeurs, on va essayer de caractériser les élites. D'abord, je me tourne vers vous, Stéphanie. Ce phénomène, cette notion d'élite, est-elle vieille comme le monde? Qu'est-ce que les civilisations qui nous ont précédés entendaient par élite? Alors, l'élite, c'est celui, puisque l'élite, elle est d'abord au masculin, c'est celui qui a été choisi. Et c'est celui qui, peut-être, a nourri d'abord nos imaginaires anciens, avant que la littérature ne soit écrite. Quand la littérature était orale, avant même donc qu'elle ne s'appelle littérature, l'élite, c'est peut-être l'ensemble de ces héros qui, par leur combat, par leur présence aussi parmi les hommes, leur présence rassurante, ont donné en quelque sorte des réponses à des questionnements qui n'étaient pas finalement tant d'ordre sécuritaire. On s'en remet aux héros pour qu'ils combattent, pour qu'ils vainquent, pour qu'ils gagnent des territoires, mais on s'en remet aussi à eux pour rassurer sur des phénomènes inexplicables de la nature. Le héros, c'est celui qui va vous protéger, c'est celui qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc le héros, il est peut-être aussi celui qui va combler des angoisses, des attentes, d'ordre sécuritaire, mais aussi d'ordre psychologique, climatique, qui va aider l'homme de la masse, les familles, à mieux se repérer dans un monde qui est inexplicable. Et ce, depuis les grands récits mythologiques. Il sait, et il sait réfléchir. Il a la connaissance, ou il a surtout le cerveau qui mouline bien? Alors, il sait réfléchir, peut-être pas, peut-être est-il inspiré.
le héros qui constitue ce corps d'élite imaginaire de nos mythologies, il est celui qui est inspiré des dieux ou qui est supporté, on dirait aujourd'hui, par une déesse. Donc il est détenteur d'un certain souffle, celui que lui donne donc, le souffle de l'inspiration. Donc, sa réflexion, finalement, elle est d'ordre presque intuitive sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut agir, sur ce sur quoi il faut agir. Après, vous me direz, il y a aussi Ulysse. Alors, Ulysse, lui, en tant que corps d'élite, à lui tout seul, de l'armée des Achéens, lui, il réfléchit, lui, il est fin stratège, effectivement. Vous nous donnez beaucoup d'entrées quand on abordera la deuxième partie qui est la crise des élites. Si je retourne, manque d'inspiration, manque de réflexion, manque d'auteur de vue, on y viendra tous les deux avec Pascal. Pascal, si on vient à notre société plus contemporaine, qu'entend-on d'un point de vue politique par les élites depuis, je dirais, ces 50 dernières années? Ou peut-être même avant, si la perspective historique vous souhaite plus longue. Non, ceux qui constituent les élites politiques, c'est ceux qui sont en haut des hiérarchies, des différentes hiérarchies des institutions politiques, que ce soit les institutions élues, l'Assemblée nationale, le Sénat, les institutions nommées, les ministres, le Premier ministre, bien sûr le Président de la République, qui lui est tout de même choisi par le peuple, mais ce n'est pas le cas dans tous les régimes européens, les dirigeants des partis. Voilà ce que l'on entend par élite politique. Ce phénomène existe depuis la nuit des temps, bien sûr, mais les élites politiques, quand on regarde ça sur le temps relativement court du XXe siècle, ces élites politiques ont changé. D'abord, elles se déplacent. Du Troisième et Quatrième République, les élites politiques sont avant tout des élites parlementaires. L'exécutif est occupé par des grands parlementaires. Il suffit de se souvenir de quelques grandes figures de Premier ministre. À l'époque, on parlait de président du Conseil sous la 4e et la 5e République. C'était des hommes, ils n'étaient absolument pas sortis des grandes écoles. Voilà. C'était des hommes qui, en général, avaient fait leur classe sur le terrain et avaient progressé calmement du niveau communal au niveau départemental. Le niveau régional n'existait pas à l'époque. Et puis ensuite qui occupaient des fonctions de responsabilité au plan du gouvernement. On voit bien comment, avec la Ve République, il y a deux choses qui vont changer. D'abord, on passe du pôle parlementaire à un pôle qui est davantage lié à l'exécutif. Commence à apparaître, même dans les premiers gouvernements du général de Gaulle, les gouvernements dirigés par Michel Debré, commencent à apparaître des hommes qu'on n'aurait jamais vus, je ne dis pas de femmes à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de femmes, mais des hommes qu'on n'aurait jamais vus sous la 4e République. C'est la figure du ministre technicien, c'est la figure du technocrate. Et là, souvent, en effet, ce sont des hommes sortis des grandes écoles et auxquels on va confier des dossiers qui ne sont pas des dossiers périphériques. On va leur confier des dossiers essentiels, par exemple la réforme économique, la réforme monétaire, confiée à Rueff, penser à ce qu'on appelle les grands commis de l'État. Les grandes commis de l'État, comme Pisani, il y en a énormément. Et au fond, ça correspond à une idée qui apparaît dans les années 50-60 et qui est l'idée que, au fond, le pouvoir est quelque chose de trop sérieux pour qu'on le confie aux élus. Il faut le confier à des hommes qui ont acquis une expertise technique dans les grandes écoles, en général. C'est là où on voit, bien sûr, apparaître ce système spécifiquement français, qu'on ne connaît pas ailleurs, où ces élites sortent des grandes écoles, l'ENA, HEC pour le commerce, Saint-Cyr pour les militaires, toute une série de grandes écoles, en effet, qui sont censées comme former mieux que l'université. Au fond, on n'a pas tellement confiance dans l'université, qui est une formation trop axée sur une discipline. On considère que pour être un bon homme politique, il faut avoir un spectre assez large et que ces grandes écoles vous offrent un spectre assez large
que ne vous offre pas l'université, dans lequel on va s'enfermer dans une formation juridique, dans une formation, je ne sais pas, sociologique ou dans une formation trop précise. Donc là, on s'aperçoit en effet qu'il y a une profonde mutation, mais à l'époque, les élites ne sont pas contestées. Hein, ce n'est pas du tout le climat d'aujourd'hui. Hein, les années 60, 70, ça commence à apparaître dans les années 60. Fin des années 60. On viendra au moment effectivement de la bascule, à partir de quel moment on commence à vouloir les récuser. Jean, on a parlé donc des détenteurs du pouvoir avec Pascal, des détenteurs du savoir. Pour un sociologue, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'élites et non pas une élite. C'est compliqué parce qu'en fait, en France, on ne se revendique pas des élites. En Italie, déjà, ça serait peut-être un peu différent. D'ailleurs, les gens dans la salle ne disent pas « je suis membre des élites ». Ils sont tous évidemment membres plutôt des élites sociales. Vous voyez, hier, par exemple, je regardais un livre qui était fait sur les territoires zéro chômeur. On voit bien qui c'est qui ne sont pas les élites. Je veux dire, qui sont ces gens pauvres, modestes, dont l'univers est difficile, qui essayent de retrouver de la fierté en faisant des choses extrêmement simples, etc. Là, on se dit, ceux-là, ils ne sont pas dans les élites. Et moi, j'habite toujours dans des milieux populaires. J'ai jamais voulu. J'étais à Sciences Po avec le camarade, mais j'ai toujours voulu habiter dans mon village parce que je tiens beaucoup à être pris dans un monde justement extrêmement populaire, y compris parce qu'il y a une culture. Je veux dire, le peuple, c'est pas un monde sans culture. C'est un monde qui connaît la chasse, c'est un monde qui peut connaître la nature, c'est un monde qui a des fiertés par métier, c'est un monde qui a des. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, quoi. Les élites, au fond, c'est ceux qui dirigent les sociétés. Mais il ne faut pas renvoyer les autres au fait qu'ils seraient incultes. Et même si à la limite, ils ne savent pas lire. Je veux dire, une société qui ne sait pas lire n'est pas une société inculte. Elle a d'autres modes de communication, de parole, etc. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi on se pose la question? Mais c'est pour ça que c'est inséparable de la deuxième partie de notre réflexion. C'est-à-dire, on se pose la question parce qu'il y a des moments où, au fond, les élites ne sachant pas où nous mener, on se dit, pourquoi ne pas essayer les imbéciles? Et ce modèle qui est issu de l'entre-deux-guerres, où on voit arriver au pouvoir des mecs sans diplôme, où les partis politiques cessent d'être des intellectuels collectifs, mais deviennent en gros des systèmes paramilitaires. C'est ça qu'on voit en ce moment. Un garçon comme Salvini, je crois qu'il a travaillé 3 mois comme serveur de bar. Donc je veux dire, j'ai un compte de serveur de bar, mais je veux dire, d'un coup, il serait compétent sur tous les sujets. C'est-à-dire, au fond, à un moment, quand le monde change très vite, au fond, les élites font les autruches. Les profs se disent, bon, mettons mon gosse en allemand parce qu'il a plus de chance. Les mecs qui ont du pognon se disent comment le mettre dans un paradis fiscal. Au fond, on ne sait pas où va le monde et on se protège des changements parce qu'ils sont tellement brutaux, si vous voulez. Moi, il y a 2 chiffres qui me fascinent toujours. C'est que Twitter, c'est 2007. La révolution numérique, ça a 12 ans. Et on n'a même pas l'idée qu'on pourrait vivre sans. Il y a 4 milliards de gens sur Internet, sur cette planète, en 10 ans. Mais c'est tellement des ruptures que forcément, on est tous déboussés. Et de l'autre côté, alors c'est par rapport, 60% des bébés naissent hors mariage. Moi, c'est toujours mes 2 chiffres. 60% des bébés naissent hors mariage et on est 4 milliards sur Internet. Vous donnez ces 2 chiffres et vous vous dites, mais comment le monde peut changer avec ça? C'est-à-dire comment on peut devenir des individus qui sommes sortis des cadres anthropologiques et volontairement. C'est pas la faute de Macron. Moi, je dis toujours, attendez, Macron, sur les bébés hors mariage, il y est vraiment pour rien. Le capitalisme non plus. C'est qu'on est dans une société d'individus autonomes qui sont sortis des cadres et de l'autre côté, on est tous liés ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, juste par rapport à ça, une manière aussi d'envisager cette notion d'élite, vous avez cité tout à l'heure l'opposé, j'ai entendu le mot masse. Vous venez, Jean, de parler de peuple. Effectivement, il y aurait d'un côté les élites, au sommet, comme dit Pascal, et puis ceux qui ne font pas partie de l'élite, et on utilise assez souvent des mots comme, ou alors on a entendu beaucoup, les gens. Alors oui. Il y a les gens, qu'est-ce que c'est que c'est? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de complexe de supériorité, ou bien il y a une sorte de discrimination? Eh oui, c'est la masse. Non, mais en plus, il y a une confusion entre la foule et le peuple. Je veux dire, le peuple, il a une mémoire, il a une histoire, il a des fiertés. Il se rappelle de la grève des mineurs, il se rappelle de la révolution. Le peuple, c'est une construction politique avec une mémoire, en fait. Et qui peut être folle ou qui peut avoir fait des folies, mais alors que la foule, c'est pas ça. On dit d'ailleurs des mouvements de foule. La foule, c'est des gens qui justement ne font pas peuple et qui à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit je suis la République. Ça c'est d'un côté, et l'autre de l'autre côté, il dit je suis le peuple. Et au fond, il met cette foule désorientée qui chaloupe comme ça, et puis il la restructure en se disant je suis celui qui au fond va faire que tout
va s'organiser autrement, donc ça va recréer de l'organisation. Et c'est ça qui se passe en ce moment dans ce qu'on appelle le populisme, on pourrait presque le définir comme ça, c'est-à-dire c'est un moment où le peuple ne fait plus foule parce que les changements sont trop rapides. Pour une société comme la nôtre, est-ce qu'on peut parler de classe sociale ? L'essentiel des ouvriers habitent à la campagne, dans des maisons où ils sont propriétaires. Quel rapport ça avec les classes ouvrières des années, même encore des années 60 ? Il y a des pauvres, ça n'a pas rien à voir, la question de la pauvreté. Mais le fait de l'appartenance, on appartenait. On a appartenu à des églises. Après, on a appartenu à des formations. On disait, je suis membre de la classe ouvrière, de la classe paysanne. Et au fond, on se tenait chaud. Peut-être on était pauvre, peut-être la vie était difficile, mais on n'était pas tout seul. Je me retourne vers Pascal, est-ce qu'on acceptait cette idée d'élite, de gens au-dessus ? On était dans une organisation sociale qui était assez structurée, on se reconnaissait. Est-ce qu'effectivement, c'est là où il y a une bascule ? Est-ce qu'à un moment, on n'a plus accepté cette sorte de pyramide ? Dans la société traditionnelle, si on prend des catégories simples, les sociétés à dimension communautaire, il y avait une reconnaissance quasi naturelle des élites. Que ce soit les élites religieuses, que ce soit les élites politiques, que ce soit les élites sociales, que ce soit les élites économiques. Hein, il y avait, ça coulait de source. Et même dans les couches populaires dont parle Jean, il y avait ces phénomènes que les sociologues appellent les phénomènes de remise de soi. On se remettait, en tant que membre de la classe ouvrière, on se remettait aux élites du parti. À l'époque, en France, essentiellement, le Parti communiste. En Allemagne, c'était la social-démocratie. Il y avait ces phénomènes de remise de soi. C'est vrai que dans la société qui commence à apparaître à partir des années 70, tous ces mécanismes de reconnaissance naturelle des élites, entre guillemets, de remise de soi, commencent à se défaire, à se déstructurer. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, du moins, puisque vous m'interrogez avant tout sur les élites politiques, je pourrais parler des autres élites si vous voulez, mais pour les élites politiques, c'est que la décennie 70, c'est l'apparition du chômage de masse et c'est les premières grandes crises, les crises pétrolières. Et commence à apparaître dans l'inconscient collectif l'idée que la politique devient partiellement impuissante. Alors que dans les années d'après-guerre, dans les années 50, dans les années 60, la politique, elle peut changer les choses. Et le gaullisme, le pompidolisme sont des phases, en effet, où les Français, il suffit de regarder les enquêtes de l'époque, sont persuadés que la politique peut changer profondément les choses. À partir de la fin des années 70 et dans les années 80, c'est tout à fait différent. On considère en effet que la politique est impuissante, donc il faut bien trouver un responsable. La crise pétrolière, le chômage de masse, tout ça, c'est compliqué. On va se retourner dans une logique de bouc émissaire contre les élites. Et commence à apparaître, dans les années 70, il y a le bouquin de Chevènement sur l'énarchie, il en est sorti, donc il parle très bien de ce qu'il connaît. On commence à dénoncer les énarques, on dénonce les élites administrativo-politiques. Plus tard, Bourdieu parlera carrément, lui, de la noblesse d'État. C'est-à-dire, on commence à disqualifier toutes ces élites politico-administratives. Attendez, que le monde nous envie, hein. Parce que de temps en temps, il faudrait voyager à l'extérieur des frontières. Moi, je passe 2 mois chaque été aux États-Unis. Je discute toujours avec mes collègues américains. Ils me disent quelle chance vous avez, vous, parce que vos élites, tout de même, ça a de la gueule. On va parler du corps d'élite dont parlait Stéphanie. Ça a de la gueule, ils sont choisis par des concours, etc. Je leur dis, si vous saviez, moi, l'été dernier, là, je sortais de la période Gilets jaunes. Demandez aux Gilets jaunes ce qu'ils en pensent. Hein. Vraiment, on ne considère pas que nos élites sont enviables, alors que nous avons techniquement, j'entends bien, des élites tout à fait impressionnantes. Les élites sorties, par exemple, des mines, des ponts et chaussées de Polytechnique, je vous assure que ce sont des gens qui savent faire leur métier. Hein. C'est pas, parce que je ne tomberai pas, moi, dans l'élite bashing habituel. Hein. Alors on pourrait imaginer ensuite, comme le dit l'homme qui a été le plus intéressant pour analyser les élites, c'est un sociologue italien qui s'appelait Vilfredo Pareto, hein, et qui a une conception, lui, des élites. Il dit c'est ceux qui, dans leur domaine, sont les meilleurs dans chacune des catégories. Il y a une élite du banditisme, c'est les bandits qui sont particulièrement bons. Hein. Donc il y a comme ça toute une série d'élites, mais il dit attention, ne tombons pas dans l'idée un peu complotiste qu'il y aurait une élite homogène. Hein. Il y a des élites qui, en revanche, sont en concurrence pour exercer le pouvoir. Et ensuite, dit-il, la question, c'est
est-ce que les élites circulent? C'est ce qui fait une démocratie vivante, une démocratie qui peu à peu se fossilise. Dans une démocratie vivante, il faut qu'en effet que les élites circulent. Et le problème en France, mais on y viendra peut-être tout à l'heure, c'est que ces élites ne circulent pas assez et qu'il y a une surreprésentation massive dans les filières qui forment les élites des enfants issus des catégories supérieures de la société. C'est vrai qu'à l'ENA, ça doit être 69% des étudiants sont des enfants de cadres supérieurs, hein, et dans les autres, ça, voilà, ça tourne autour des 2/3 à chaque fois. Et les fils d'ouvriers, c'est 1 à 4%. Donc une très nette sous-représentation des milieux populaires. Mais il y a certainement des choses à faire, on y viendra peut-être à la fin du débat, pour diversifier ces élites. Moi, je suis à Sciences Po depuis la nuit des temps, là aussi. On s'est aperçu assez vite de ce phénomène, que Sciences Po était une école dans laquelle il y avait une surreprésentation forte des enfants issus de la bourgeoisie, plus les enfants d'enseignants. Ça, les enseignants, ils savent bigrement bien investir sur leurs enfants. Hein. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais qu'une idée reçue serait de dire l'élite, elle détient le pouvoir et par définition, elle détient aussi l'argent. On peut très bien avoir le sentiment de faire partie d'une élite. J'imagine un professeur peut avoir le sentiment de faire partie d'une élite intellectuelle et avoir des revenus qui ne sont manifestement pas ceux que peuvent avoir des joueurs de foot, quoi. Autrement dit, derrière l'idée d'élite, il n'y a pas forcément l'idée d'avoir, de richesse. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois une idée reçue? Non seulement ils ont le pouvoir, mais ils ont le savoir et ils ont les sous. Mais c'est compliqué parce que cette société s'est refermée sur elle-même. Si vous prenez la culture, par exemple, en gros, il y a 10% des Français qui consomment les théâtres, les opéras, etc. Et au fond, on a construit avec un discours de démocratisation une énorme machine de financement public des pratiques culturelles des élites. Et grâce au discours de démocratisation, on trouve tout à fait normal d'aller au théâtre pour 15 €. Mais en fait, ne vont au théâtre pour 15 € que ceux qui ont le capital culturel pour y aller. Donc il n'y a aucune démocratisation. Sauf que ça légitime que ça soit sur de l'argent public. Sinon, pourquoi est-ce qu'on demanderait aux ouvriers de payer des impôts pour qu'on puisse aller au théâtre? On n'oserait jamais dire on va faire comme ça. Vous allez tous payer des impôts pour qu'on puisse venir ici voir un spectacle magnifique ou pour aller à l'opéra où il y a, je crois, 2 ou 3% des Français qui y vont. Donc on a construit une machine avec un discours de démocratisation qui en fait est un récit qui ne correspond pas à la réalité. De même qu'on dit effectivement, ben oui, les quartiers populaires, il faut mettre les meilleurs enseignants pour qu'ils aient les meilleures chances, puisqu'en réalité, à la maison, on ne parle pas français, etc. Et en réalité, on met les plus jeunes et pas les plus mauvais, mais les plus débutants. Et surtout, ils n'ont qu'une idée quand ils y arrivent, c'est d'en partir. Donc, ils ne sont pas là pour porter les enfants, tout ça. Dès qu'ils peuvent se tirer, ils s'en vont. C'est-à-dire, on a construit un discours de démocratisation républicaine qui sert en fait à protéger 10% de la société, dont lequel il y a une bonne partie des enseignants, etc., qui ne sont pas des élites financières, qui est un groupe social, comme tu dis. Moi, je me suis beaucoup battu pour la suppression de l'ENA, et je pense avoir largement contribué à cette décision dans une discussion homérique avec le président. Et pourquoi? En soi, c'est absurde, parce que c'est utile, l'ENA. Mais à un moment, il faut dire, on a compris qu'on était en train de reconstruire une aristocratie. Et que forcément, à un moment, hier j'ai discuté avec 300 gilets jaunes, j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Mais j'allais dire, c'était anti-républicains. Ils disaient, on est le peuple, on ne veut plus d'élections. Alors ils étaient 300. Alors j'ai dit, c'est lequel le peuple qui va décider? Alors là, ils étaient un peu embêtés parce qu'ils étaient 300. Mais on est dans ça. On est dans le rejet du modèle démocratique parce que le modèle démocratique a servi à construire des élites sympathiques, de gauche souvent d'ailleurs, pas toujours, parce que historiquement il y a 2 élites. Il y a les élites de droite. Alors c'est plutôt l'armée, les curés et les hauts fonctionnaires, si je schématise un peu. Et puis il y a les élites de gauche. C'est quand même plutôt un peu plus le corps enseignant, les intellos, les gens qui sont plus près du monde de la création. Un artiste, a priori, il va plutôt être de gauche. C'est idiot, il y a certainement des artistes de droite. En musique, c'est moins vrai. La répartition politique des musiciens n'est pas exactement la même. Parlons pas des footballeurs. Mais je veux dire, c'est pour dire que là, il y a en gros, les élites, il y avait 2 mondes, quoi, et qui ne sont pas radicalement différentes. Et on est à la fin de ça. On est au moment, c'est ça qu'on appelle au fond des processus révolutionnaires, c'est-à-dire un moment où on a construit un système confortable, et Sciences Po, pour ça, c'était intéressant, parce que ça fait quand même longtemps qu'on essaye de prendre des gamins dans les banlieues, tout ça. Alors, ça ne change pas le monde de prendre quelques dizaines de gamins, mais d'abord, ça dit que ces gamins-là,
ils peuvent réussir Sciences Po très bien. Alors qu'a priori, ils n'ont pas la bonne couleur, ils n'ont pas les bons cheveux, ils n'ont pas la bonne école. Eh bien si on les prend, si on les met dans une structure différente, eh bien ils ne sont pas plus cons que les autres. Donc ça montre une chose, c'est qu'effectivement, on peut leur donner leur chance, mais ça n'a d'intérêt que si on en fait une réflexion globale. C'est-à-dire si c'est simplement pour en sortir quelques dizaines par an, c'est bien pour ces 10-là, mais ça ne fait pas pour les autres. On est à la fin d'un processus où les discours, justement, de démocratisation, d'égalité, etc., qui ont été portés par les élites de l'après-guerre, de droite et de gauche, chacun dans leur jeu, mais bon, en gros, quand même, personne disait « je ne veux pas que le peuple se cultive », même les filles. Bon. Donc on est là dans ce processus, on est à la fin de ce processus. Est-ce que, justement, je vous pose la question tous les trois, est-ce qu'une société peut se passer d'élite? Est-ce qu'il y a des sociétés totalement égalitaires? Pas du tout. Non, Stéphanie, comment vous percevez la chose? Je dirais que non. C'est un besoin, voire une nécessité, qu'un État soit doté effectivement de corps d'élite au sens technique du terme, culturel du terme, et que ces compétences, vous en parliez tout à l'heure, ces très hautes compétences puissent être mises au service de l'État. Et au service aussi peut-être et c'est peut-être ça que l'on perd ces dernières années, au service de l'État dans un cadre de vertu. Et peut-être que ces compétences liées à la vertu qu'on voyait bien dans les élites de la fin du 19e siècle, entrepreneuriales je dirais, jusqu'aux années 30, 40, jusqu'à la guerre à peu près, étaient peut-être parés justement de cette aura vertueuse, au sens où ces industriels, ces capitaines d'industrie levaient des projets technologiques. Canal de Suez, c'est ça, pour le bien-être de tous. Pas forcément pour le leur, du reste, certes, ils s'enrichissaient au passage, mais tout de même, l'idée, c'était tout de même un mieux-être pour le pays, voire à l'international, puisqu'on parle ici des grands ouvrages qui ont été mis en œuvre, sans compter évidemment tous les progrès techniques qui ont été accomplis dans le domaine du chemin de fer, de l'aviation. Voilà. Et peut-être que après la guerre, ce souci de vertu, d'exemplarité, est peut-être tombé au profit d'une technocratie, peut-être quelque chose qui soit d'ordre plus massif de production à la chaîne, qui a fait que le nombre de produits a supplanté la qualité. Vous avez dit vertu tout à l'heure, vous avez dit inspiré. Quel serait pour vous le dernier, j'allais dire leader Massimo, quel est le dernier grand homme politique que vous parleriez de vertu et d'inspiration? De manière évidente, sous la Ve République, le général de Gaulle, de manière évidente. Oui. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. À l'occasion de la mort de Jacques Chirac, on a demandé aux Français quel était pour eux le meilleur président de la Ve République, et arrive ex aequo le général de Gaulle, mais pour des tas de générations, le général de Gaulle, c'est extrêmement ancien, et Jacques Chirac. Mais j'allais dire, les circonstances obligent. Vertu, inspiration, voilà, c'était ma question. Oui. Mais en effet, le général de Gaulle, quand vous regardez la vertu de ses comportements privés et publics, il est évident. Il y a de multiples, je ne vais pas répéter, de multiples petits détails qui montrent qu'on avait affaire à quelqu'un d'extrêmement vertueux dans ses comportements. Et le projet, il avait à la fois un projet pour son pays, et il avait un projet pour son pays, pas simplement sur le terrain économique et social, mais sur la place que devait occuper la France, bien sûr, au plan international. Et donc là, on a, qu'on soit d'accord ou non, ce n'est pas le problème, on a certainement un des derniers grands leaders qui était porteur de comportements personnellement vertueux, ce qui ne veut pas dire que dans l'action publique, il n'y ait pas des zones d'ombre du gaullisme. Et d'autre part, on avait un projet qui était un projet fort. Mais ensuite, on ne peut pas considérer qu'on est tombé de très haut et qu'après le général de Gaulle, il n'y avait personne. Quand vous regardez Georges Pompidou, qui est un président très ignoré parce que la maladie
l'a saisi et n'a pas eu le temps de finir son septennat, mais c'était un homme de gauche qui avait écrit un livre sur le système Pompidou, qui était Gilles Martinet. Il montrait très bien comment il y avait, c'était à l'époque, soit il est élu en 69, il y avait un projet industrialiste chez Georges Pompidou qui était extrêmement fort. Ensuite, François Mitterrand, à sa manière, a un projet marqué par un très profond pragmatisme, des changements de pied extrêmement fréquents au cours de ces deux septennats. C'est après que les choses évoluent. C'est peut-être largement lié aussi à l'apparition du quinquennat, qui n'est plus un mandat au cours duquel le président de la République peut véritablement mettre en scène un projet. Moi, j'étais assez sceptique lorsqu'on nous a vendu le quinquennat. Il faut la respiration démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je ne vois pas très bien, mais enfin bon, on le garde maintenant. Personne ne reviendra dessus. Mais après, c'est vrai que l'on a dans la série Sarkozy-Hollande, comme ça les deux côtés sont bien récompensés, on a deux présidents dont le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on s'interroge sur la nature du projet qui est le leur. L'homme normal peut-il être inspiré? L'homme normal doit pouvoir être inspiré, parce qu'on est plusieurs hommes normaux à avoir de temps en temps quelques inspirations éphémères, mais quelques inspirations. Je ne crois pas que c'est lié à cela. Vous avez parmi les leaders européens des hommes ou des femmes extrêmement normales qui sont porteurs ou porteuses de véritables projets. Bonjour, ravi d'être parmi vous. C'est qui ça? D'où il ne sort, c'est un homme normal. C'est un homme normal. Voilà, j'ai dit. Moi je dirais, est-ce que la crise alors viendrait de la crise des élites vers un manque d'inspiration, un manque de vertu, un manque de projet, un manque d'expertise? Comment vous voyez ça? Non, alors mais les raisons qui font qu'on l'attaque. Mais la société a complètement changé. On a une société de petites entreprises, en réseau par Internet, sur des échelles de territoires qui n'ont pas du tout de frontières. Donc je veux dire, le pouvoir du politique national que pouvait avoir De Gaulle, où il pouvait augmenter le SMIC et baisser le prix des 4 chevaux, on pouvait avoir des modes de régulation un peu de ce style pour faire image. Évidemment, ça n'existe plus. Donc on n'est plus du tout dans la même période. En même temps, on a une créativité qu'on n'a jamais eue. On est dans une société où, je dirais, n'importe quel employé de ménage doit savoir lire couramment, parce que pour lire ce qui est écrit sur n'importe quel produit, sinon c'est dangereux. Donc je veux dire, on a monté le niveau de compétence des populations d'une façon totalement extraordinaire, et en même temps, le monde change tellement vite qu'on n'arrive pas à comprendre les changements. C'est-à-dire, les intellos n'arrivent pas à produire une analyse des mutations suffisamment rapide pour que les politiques et les chefs d'entreprise, etc., arrivent complètement à s'en saisir. Donc, on est tous un peu déboussolés. Et quand on est déboussolés, ceux qui ont le plus de moyens se rétribuent d'abord eux-mêmes, en disant je vais d'abord protéger mes enfants, j'ai protégé. C'est pour ça que les enseignants, ce soir, ils en prennent beaucoup. Mais c'est vrai en même temps que le monde enseignant a su, de manière merveilleuse, construire une bulle pour se protéger. Alors ils sont mal payés, je suis d'accord, mais n'empêche que les enfants des profs, ils savent très bien qu'il faut s'inscrire en allemand en quelle année, et éventuellement choisir l'option russe très rare dans le lycée qui est bien placé à côté de tel endroit. Parce qu'il est normal, ils sont dans la machine. Bon. Donc si vous voulez, mais ce qu'il faut bien comprendre, les élites se disqualifient quand les changements du monde sont tellement rapides qu'au fond, personne n'a plus rien à dire. Il faut du temps pour penser. On se tourne vers eux pour demander une réponse, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus parce que le monde a changé. Donc, si vous voulez, après, effectivement, on les exécute et c'est leur fonction historique. Donc, c'est pour ça qu'on coupe la tête du roi, symboliquement. Mais c'est d'une certaine façon, c'est le monde qui a changé. Et c'est parce que le monde a changé qu'il faut du temps pour le penser. Comme aujourd'hui, il y a n'importe quel accident à la préfecture de police, 2 minutes après, il faut la réponse du dossier. Et parce qu'on attend ça. Et donc, il faut qu'on se dise, on est dans une période de changement du monde, parce qu'on est mondialisé, parce qu'on est dans une révolution numérique, et parce que le bousculement des équilibres de nature fait qu'au fond, on ne sait pas comment tout ça va se maîtriser. Et bien, personne ne le sait, les élites non plus. Alors, c'est quoi une élite qui ne sait pas où on va? À un moment, il est légitime de lui couper la tête. Est-ce que c'est pour ça qu'un groupe de citoyens se réunit pendant 6 week-ends pour apporter des réponses que les élites ne savent pas trouver? Bien sûr, parce que si vous voulez, la démocratie, pour nous, pour rester sur le terrain politique, qui est celui que vous m'avez fixé, la démocratie, c'est une démocratie représentative. Pour poursuivre ce que vient de dire Jean, le monde change à une vitesse que nous n'avons jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Donc, il y a une crise, comme on dit, de la représentation. Mais pourquoi y a-t-il une crise de la représentation? C'est parce que nos représentants ne savent plus représenter la société. Ils ne savent plus se la représenter. Hein? Donc forcément, ils sont comme nous dans le flou. Hein?
ils sont un peu dans le cirage. Donc, c'est inévitable qu'en fonction de cette crise de la représentation au sens premier du terme, la manière dont on se représente le monde, il y a une crise de la représentation politique. Alors que fait la démocratie représentative quand elle est en crise? Elle ressuscite deux choses. Elle ressuscite une vieille lubie, la démocratie directe. Hein, c'était Gilets jaunes. Hein. Nous sommes le peuple, voilà, on est 300, plus d'élections, et puis on va vous dire, nous, ce que pense le peuple. Hein. Bon, faut tout de même... J'ai peut-être froissé certaines personnes, mais la plus grosse manif des Gilets jaunes, c'est 300 000 personnes. 300 000. Le corps électoral, c'est 47 millions. Hein, voilà. Donc, je veux dire, il y a tout de même dans la démocratie aussi une loi du grand nombre. Hein. Et très souvent, qu'est-ce que c'est que la démocratie directe? C'est le règne des minorités activistes. C'est-à-dire les 300 gus, si tu les avais laissés pendant 4 heures, on aurait vu le petit groupe qui, au bout de 4 heures, ils se seraient retrouvés à 10 et ils auraient décidé au nom du peuple. Hein. Donc ça, il y a ce vieux rêve de la démocratie directe, du municipalisme libertaire, de la logique conseilliste. Toutes les familles de pensée ont connu, sont hantées toujours par ce vieux rêve. Et puis bien sûr, le référendum, le fameux RIC, le référendum que demande Madame Le Pen, le référendum que demande M. Mélenchon, etc. Et tous les populistes, d'ailleurs, demandent des référendums à tout va. Hein, alors que le référendum, de temps en temps, ça mérite tout de même qu'on y réfléchisse. Hein, ça peut être la meilleure comme la pire des armes. Et puis, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qu'on a découvert avec le grand débat national à une échelle nationale en France, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire nourrir la réflexion et la prise de décision publique des représentants politiques qui, en dernière instance, sont les seuls à avoir la légitimité parce qu'ils ont été élus par nous pour un mandat. Donc, nourrir leur réflexion d'une démocratie participative comme celle qui est en train de se nouer autour des enjeux du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces citoyens qui se réunissent écoutent des experts. Ben bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas simplement leur avis, on leur demande effectivement les connaissances d'écouter d'abord. Même, hein, voilà. Ouais. Vous êtes professeur de culture générale aussi. Est-ce que vous pensez que la culture générale, la connaissance des idées, j'allais presque dire les poètes, je pense à René Char qui était à votre région, est-ce que les élites ne devraient pas aussi se nourrir de gens qui ne sont pas des gens de pouvoir, d'avoir? Et j'allais presque dire la place du poète dans la formation des élites, la culture générale qui ne sert à rien, quoi. Oui. Eh bien, est-ce qu'on n'en aurait pas surtout besoin en ce moment? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on déplore un phénomène en creux, c'est l'absence dans les discours des hommes politiques et des femmes politiques de références culturelles, des discours qui élèvent en quelque sorte l'âme vers des références qui ne soient pas technocratiques, sociétales, qui ne soient pas des chiffres, qui ne soient pas des statistiques. C'est un constat. Et je crois savoir, pour l'avoir lu quelque part, hein, parce que ça n'est pas de source directe, que les correcteurs de l'ENA se plaignent aussi de ce manque assez récent de références culturelles dans les copies des jeunes femmes et des jeunes gens qui accèdent à ce très beau concours. Non, mais je dirais juste une chose par rapport à ce qu'a dit Pascal. La demande aussi qui naît dans la société, c'est le dictateur qui sauve. Donc je veux dire, on voit bien, notamment dans la jeunesse, au fond, l'idée qu'il faudrait un chef qui mette de l'ordre. Bon, on voit bien monter, donc il y a ça aussi comme solution. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que vous dites, madame, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a privé le peuple de connaître son ministre de la Culture. Vous savez, il y a sous De Gaulle ou sous François Mitterrand, les gens les plus modestes étaient très fiers de connaître le ministre de la Culture. Et aujourd'hui, je suis sûr que dans la salle, les 2 tiers des gens ne savent même pas qui c'est. Et pourtant, ce n'est pas des gens particulièrement incultes, à mon avis, qui sont venus là, parce que sinon, ils seraient plutôt allés au jeu aux boules. Et regardez, c'était pareil avec François Hollande. On a changé de ministre tout le temps. Et du coup, à un moment, même la personne chargée de symboliser la création et la transmission, parce que le ministre de la Culture, c'est à la fois le patrimoine et la création, on a même privé le peuple d'avoir le droit de le connaître. Et les gens étaient vachement fiers de dire « Moi, je sais qui c'est Jack Lang ». Ils n'étaient jamais rentrés dans un théâtre, mais ils étaient fiers parce que c'était une figure symbolique forte. Et on les en a privés.
C'est là que je dis qu'il faut faire très attention et qu'actuellement, c'est un vrai enjeu. Comment on donne aux milieux les plus modestes la fierté de pouvoir effectivement se positionner par rapport aux choses les plus rares. Je voulais vous faire réagir sur une phrase. Il y a beaucoup de titres qui disparaissent, mais il y en a qui naissent. Et le journal La Croix vient de sortir son premier numéro Hebdo La Croix, dans lequel il interviewe d'Alain Juppé. Le rôle du politique, c'est de tirer les Français vers le haut. Alors on peut prendre cette phrase, on peut la clouer au pilori ou au contraire le trouver. Comment vous réagissez par rapport à ça? Le rôle du politique, c'est de tirer les Français vers le haut. On n'est pas dans l'élitisme, ça? Bon, j'ai effectivement lu l'article ce week-end. J'ai trouvé ce magazine très intéressant et cette interview assez belle. Avec ce type de citation, effectivement, je trouve qu'on retrouverait là une forme d'inspiration. Oui. Tirer les Français vers le haut. L'élitisme... Donc vous osez dire qu'effectivement, c'est plutôt une inspiration oui. qu'un mépris pour les masses qui seraient en bas. Ah, profondément, oui. Oui. Et on retrouverait là le rôle du politique qui serait de l'ordre du modèle. Où l'élite ne serait pas synonyme de mandarinat, caste, c'est ça... Et serait une forme de guide. Oui, Pascal, cette phrase, vous la percevez comment? Elle ne me dérange pas du tout. Oui, apparemment. Tout ce qui tire vers le haut est une bonne chose. Hein. Oui. Ça vaut mieux que les très nombreux candidats qui cherchent à vous tirer vers le bas et qui sont pléthores aujourd'hui. Mais on trouvait cette idée d'inspiration en France et en Europe, mais bien sûr. Oui. Parce qu'au fond, les grands pourvoyeurs de sens avant, il y en avait de multiples. Il y avait le domaine religieux. La France, aujourd'hui, est une société qui a connu le mouvement de sécularisation le plus violent au monde, le plus rapide au monde. Hein. Donc, de ce côté-là, chercher du sens, voilà, sauf des micro-publics, ça n'est plus là où on va chercher le sens. Les grands intellectuels qui étaient pourvoyeurs de sens. Quelles sont les grandes figures aujourd'hui d'intellectuels? Les années 50, les années 60, les années 70, on peut vous le dire aujourd'hui, mais qui hein? Donc on voit bien qu'il y a peut-être maintenant un rôle à venir des politiques, et en particulier des politiques qui ont le plus de... Et Dieu sait s'il y en a. Moi je les connais depuis des années, à droite, à gauche et ailleurs. Qui, en effet, peuvent participer à cette mission de nous tirer vers le haut et de tenter, en effet, de développer maintenant et de redécouvrir ce qu'est la culture du projet. Le politique, il ne doit pas être simplement porteur de réponses techniques, il doit être porteur de projets. Plus aucun homme politique, aujourd'hui presque, du moins dans une certaine génération, n'ose être porteur d'une culture du projet. Si Alain Juppé, si d'autres à gauche, à droite et ailleurs peuvent retrouver cette culture du projet et nous tirer vers le haut et refaire de ces foules dont parlait tout à l'heure, qui Dieu sait si elles sont à l'œuvre sur le trottoir parisien, dans les manifestations, on voit bien la foule, mais refaire peuple autour d'un projet commun, si vous voulez, le mouvement ne vient pas simplement d'en bas, il faut un mouvement aussi d'en haut. Hein, il faut aussi des gens qui aient la dimension pour être pourvoyeurs de sens. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que les sociétés sont beaucoup moins verticales qu'elles n'étaient. Et que, non, mais je veux dire, la forme du pouvoir, même la phrase d'Alain Juppé, que par ailleurs j'aime bien, mais je veux dire, renvoie à une société beaucoup plus verticale. On est dans des sociétés qui sont devenues fondamentalement horizontales, qui sont complètement liées par des cultures de réseau, et donc qui sont extrêmement complexes dans leur organisation. Et au fond, aujourd'hui, la réponse, parce qu'au fond, c'est quoi les populismes? C'est une réponse simple à un problème complexe, c'est-à-dire, effectivement, c'est très compliqué, ces sociétés modernes. Et on ne peut pas les gouverner. Quand on dit le gaullisme, tout à l'heure, je disais, mais oui, mais le gaullisme, effectivement, il y avait, en gros, il jouait sur la monnaie, sur le prix des voitures, et le prix du SMIC. C'est-à-dire, c'était des économies nationales où il y avait une possibilité d'une verticalité aussi bien symbolique avec la nation, etc. Bon, ou avant, dans les sociétés religieuses. On est dans des sociétés horizontales dont le concept de limite est extrêmement complexe à déterminer parce que sur Internet, on communique indépendamment des frontières politiques. Donc on est là dans un monde de plus en plus complexe. Et donc du coup, on a une montée des gens qui ont un discours extrêmement simple parce que ça rassure.
Et que quand vous lisez La complexité de Morin en 12 je sais pas combien, 3 millions de signes, ben, évidemment, à la fin, vous n'êtes pas tellement éclairé dans la réalité. Parce que avec ça, vous faites quoi quand il faut effectivement prendre une décision concrète sur un sujet? Donc, c'est ça aussi l'angoisse. Et du coup, c'est pour ça, quand je dis c'est le pouvoir des imbéciles, c'est parce qu'un imbécile, c'est reposant. Parce qu'il dit qu'il sait, il n'y a qu'une seule solution. Donc, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une. Bon. Je te la fais simple. Quoi? Je te la fais simple. Alors, c'est un qui vont dire il y a trop d'arabes, l'autre on va dire on va un peu supprimer l'ENA, le troisième, etc. On va créer l'impôt sur les riches. Alors, comme ça, c'est sympathique. Enfin, ou pas, mais enfin, je veux dire, certaines peuvent être plus sympathiques que d'autres, mais ça ne fait pas solution en réalité. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, je crois que gouverner des sociétés aussi complexes et aussi numériques et aussi horizontales, en fait, on est face à une difficulté nouvelle qui ne sera pas facile à résoudre. Oui, mais ces sociétés dites verticales, elles avaient leur part d'horizontalité et on n'est pas passé du vertical à l'horizontal. Hein. On est travaillé, en effet, je te suis, par des éléments de société horizontale, mais dans cette société horizontale, il y a une demande de verticalité. Alors parfois, cette demande, dans le populisme, si on suit tes catégories de crétins et d'imbéciles, c'est un crétin ou un imbécile vertical. Toujours. Et bigrement vertical. Hein, il suffit de regarder, j'étais il y a il y a 2 ans, sur la place centrale de Gênes, face aux militants du mouvement Cinque Stelle, et il y avait Beppe Grillo, mais la foule était en transe. C'était d'une verticalité pour ce mouvement qu'on présente comme étant un mouvement entièrement horizontal, né sur le web. Il y a une espèce de discours, là, hein. Là, les gens étaient, mais c'était, je ne sais pas, Mussolini, quand il était passé à Gênes, ça devait être à peu près les mêmes émotions qui étaient véhiculées, et la même demande de verticalité. Donc la verticalité peut faire retour. Et tu le mentionnais toi-même tout à l'heure, moi je suis frappé de voir comment, année après année, monte, non pas dans les vieilles générations, mais dans les jeunes générations, la demande de l'homme fort, de l'homme vertical. De l'homme, la question qui est posée, c'est que pensez-vous d'un homme fort qui pourrait se passer du Parlement? Vous voyez, les choses sont claires, là. Hein, bon, c'est-à-dire la dictature. Hein. Eh bien, vous avez 40% des jeunes Français qui répondent que c'est une bonne chose. 40% des jeunes Français. Donc, je ne crois pas du tout que l'avenir de pour ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire le politique, l'avenir de nos systèmes politiques soit l'amélioration ou la mutation d'une démocratie. L'avenir de nos systèmes politiques peut être l'entrée dans un grand hiver de la démocratie qui débouchera sur bien autre chose qu'une amélioration de la démocratie. Alors, à titre de conclusion, pour effectivement comment sortir de cet hiver-là, je voulais vous poser une question qui nous est posée par Emmanuel Staraven, qui est membre de notre partenaire Mazars. Des journées comme ça existent grâce à un certain nombre de contributeurs qui la rendent possible. Et il nous disait, à partir du moment où on a fait ce constat, comment réduire cette distance avec les élites? Et j'allais dire, n'est-ce pas aux élites les premières Bonjour, à balayer devant ravi d'être parmi vous. Merci, encore une fois. C'est l'invité de la dernière heure. Comment effectivement les élites peuvent-elles elles-mêmes renouer le fil? Est-ce que c'est davantage de projets? Pour vous, ça serait de la vertu, de l'aspiration? Pour Jean, ce serait quoi? Est-ce que ce n'est pas aux élites les premières à dire, bon, apparemment, vous nous dites qu'une société doit avoir une élite. Depuis que le monde est monde, il y a toujours une pyramide qui a émergé. Que doivent-elles faire pour renouer, malgré cette complexité? Ce qui est compliqué, c'est que, moi je suis assez d'accord avec Pascal, le chemin normal, c'est qu'on aille vers des sociétés autoritaires. C'est le modèle le plus probable. Bon. Et en même temps, ce n'est pas forcément le plus souhaitable. Mais il faut se dire que c'est le plus probable. Bon. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire en ce moment? Et en plus, on s'est rendu compte d'une chose terrible, c'est que développement économique et démocratie ne sont plus liés. Ce qui est une rupture gigantesque. La Chine nous donne un malaise. On a tous été convaincus qu'au fond, mal an, après beaucoup de douleurs, plus ça se développe, plus les enfants vont à l'école et tout, plus la démocratie progresse. Et la Chine nous montre que ce n'est pas vrai. Donc, en gros, on se trouve devant une nouvelle question, c'est est-ce qu'on va savoir sauver un continent sur des valeurs, ce qui renvoie au nom d'ailleurs de la commissaire à la européenne, est-ce qu'on va savoir sauver sur cette planète, pour les décennies qui viennent, un continent de ce modèle autoritaire? Et est-ce qu'on va pouvoir garder un continent qui croit à l'éducation, à la science et à la démocratie? Est-ce qu'on pourra en sauver un? Et
la question, c'est celle-là la question. Est-ce que l'Europe vous semble particulièrement, mais c'est bien la question. génétiquement bien câblée pour ça? Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et je vous rappelle quand même que l'Europe n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui dans les opinions publiques, même si c'est encore minoritaire. Et je vous rappelle aussi une chose quand même très curieuse, c'est que nous sommes dans une période de dictateurs démocrates. Il n'y a jamais eu autant de démocratie, même si les démocrates, on n'a pas des gens qui, comme Mussolini ou comme les communistes, disaient « votez pour moi, je supprime la démocratie ». Enfin, il y en a quelques-uns, mais ceux qui sont arrivés au pouvoir, même Salvini a perdu le pouvoir. Je ne dis pas que ça va durer, mais enfin, c'est quand même une bonne nouvelle. Trump, malgré sa coiffure futuriste, il est quand même assez probable qu'il ne gagne pas. Donc, si vous voulez, et ce n'est pas des gens qui ont tué la démocratie dès qu'ils étaient au pouvoir. Donc, la démocratie est tellement enracinée dans nos... Alors, bien sûr, ils bricolent la com, ils bricolent le droit, ils bouleversent... Je ne sais pas que c'est une démocratie, mais ce sont des modèles démocratiques. Même Poutine est élu. Je veux dire, et en plus, Poutine n'est sans doute pas le pire des dictateurs de la planète. Mais, donc, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, tout n'est pas perdu. Mais d'abord, sauvons l'Europe, c'est-à-dire sauvons-nous comme modèle pour que les autres désirent ça. Alors qu'à une époque, on pensait que si on les aidait à se développer, ils allaient fonctionner comme nous. Eh bien, ils ont qu'à fonctionner un peu comme ils ont envie. Ce qui renvoie aussi au débat sur les migrations. Qu'est-ce qu'on déplace, des hommes ou effectivement cette protection d'un modèle culturel européen auquel on tient? Stéphanie, pour vous, qu'est-ce que nous pourrions faire pour réduire, qu'est-ce que les élites devraient faire pour réduire le lien? Sortir de la culpabilité, peut-être, d'être à eux-mêmes leur propre corps d'élite, c'est-à-dire sortir de ce mouvement de miroir et de s'assumer en tant qu'élite et de dire voilà, moi j'ai fait des études, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai de très grandes compétences techniques, donc je suis, quand je dis je, ça n'est pas moi, hein. Vous disiez tout à l'heure que les professeurs pouvaient se considérer comme une élite, je crois pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la représentation dans l'élite. Il faut être visible, il faut être vu, il faut être lu. Il faut être entendu. Et le professeur n'a pas cette ambition-là. Il en a d'autres qui sont très nobles, mais qui ne sont pas celles de la représentation. Donc je dirais, les élites, quelles qu'elles soient, artistiques, intellectuelles, culturelles, techniques, politiques, peut-être s'assumer en tant qu'élite, s'assumer en tant que démonstration vivante d'un projet. S'assumer, oui. Oui, je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit. Il faut s'assumer, en effet, il faut assumer le phénomène élitiste. La démocratie est un régime élitiste. C'est prouvé, bien sûr. Oui. Il suffit de lire Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif, il montre très bien comment la démocratie représentative, c'est la sélection démocratique des élites, de ceux qu'on considère comme étant les plus dignes de nous représenter, pour 5 ans, pour 6 ans, pour 7 ans, que sais-je. Mais la question que vous posiez tout à l'heure, c'était d'ouvrir cette crise des élites, c'est même une crise de distance entre les représentés que nous sommes et les représentants que sont les hommes politiques. Et là, je crois qu'il faut arrêter sans arrêt de se détester. En France, on est très fort pour la haine de soi. Mais on a fait de gros efforts. Cette élite politique, elle était très peu féminine. Elle le devient de plus en plus. Regardons l'Assemblée nationale aujourd'hui. Cette élite, elle était très peu jeune. L'élite, regardons l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça doit être 45 ou 46 ans, l'âge moyen des députés, il y a eu un gros rajeunissement. En revanche, c'est la représentation des couches populaires et des petites couches moyennes. Là, il y a un énorme progrès à faire dans la diversification sociale de la représentation. Il ne s'agit pas d'avoir autant de députés ouvriers qu'il y a d'ouvriers dans la population active. Ce n'est pas ça la représentation politique. Ce n'est pas une photographie, ce n'est pas un sondage représentatif. Mais c'est vrai que c'était comme pour la loi Veil, quand on voyait une assemblée d'hommes parler de l'IVG, on se disait mais il y a quelque chose qui ne va pas, Et quand là on entend parler de la réforme de certains grands acquis sociaux avec une assemblée qui aujourd'hui n'a jamais été aussi élitiste en termes d'origine sociale. Jamais. L'assemblée macronienne est l'assemblée la plus bourgeoise de toute l'histoire de la Ve République. C'est intéressant, mais certainement, il n'y pensait pas. Il n'y pensait pas au début. Mais à force de dire, voilà, les politiques, c'est des pourris, c'est le vieux monde, etc., ouvrons sur la société civile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les gens qui réussissaient dans la société civile. Et donc, ceux qui réussissent dans la société civile, en effet, il y a une inflation de professions libérales, de cadres sup, etc.
hein. Donc là, il y a un énorme progrès à faire que l'on peut faire dans les écoles qui recrutent ces élites. Hein. Je disais à Sciences Po, par exemple, on a, nous, maintenant, mais un système qui est sur l'ensemble du territoire national de convention avec les lycées des zones d'éducation prioritaire qui marche très bien. Et on arrive maintenant à diversifier, à notre niveau, hein, bien sûr, à diversifier beaucoup le recrutement des élites. Hein. Ce qui fait que maintenant, il y a des préfets, en effet, qui sont issus des minorités dites visibles. Voilà. Je vous remercie beaucoup de vos apports, Stéphanie, Pascal, Jean.